Ok, c'est parti. Du coup, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, c'est Geolynx qui va nous présenter son travail sur les fluides dans la Terre. Vas-y, c'est à toi. Super, merci Polo. Alors, salutations les surfaciens. Alors, c'est pas exactement, je dirais, mon travail, c'est plutôt un aspect de ce que je connais de mon travail, en réalité, que ce que je vais vous présenter là ce soir. Alors, en fait, je vous ai dit, je vais vous causer des fluides de la croûte terrestre, sauf qu'en fait, en géologie, quand on dit on va parler des fluides de la croûte terrestre, c'est un peu comme ça en physique, je vous dis, je vous parler de la physique quantique, ou en chimie, la chimie organique, c'est un peu beaucoup, c'est un peu vaste comme sujet, donc je vais juste me contenter de vous faire une très légère introduction, en fait, aux fluides de la croûte terrestre, parce que rien que ça, déjà, je pense que ça va être un peu dense, mais ça serait bien que ce soit pas trop lourd. Alors, déjà, je repars sur les bases. C'est quoi un fluide ? Bon, un fluide, grosso modo, je vais pas partir dans les définitions physiques hyper alambiquées. Ce qu'on groupe dans la catégorie des fluides, c'est les gaz, les liquides, aussi les plasmas, mais les plasmas, je vais pas en parler. Bon, sur Terre, un gaz très connu, c'est l'air, c'est l'atmosphère. Jusqu'à nouvel ordre, nous baignons notre vie entière dans un fluide. Pas uniquement que quand on était dans le ventre de notre maman. Et puis un liquide, et évidemment, le liquide le plus connu que nous connaissons, c'est l'eau liquide, bien entendu, qui forme les lacs. Et sous terre, sous terre, souvent qu'on se dit, il y a... Allez, ouais, c'est solide, c'est du caillou, machin, bidule, donc pas très très fluide. En fait, s'il y en a un, et même, nos vies sont régies par un fluide qui vient du fin fond de la croûte terrestre, notre vie moderne, j'entends, notre mobilité, nos transports, et ce fluide tout simplement, c'est ni plus ni moins que le pétrole ou également le gaz naturel, et oui, les hydrocarbures sont quand même des fluides. Mais bon, je vous l'ai juste mis ici parce que en réalité, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Voilà, c'est de tous les fluides de la croûte terrestre qui existent, ce sont les hydrocarbures sont la catégorie de fluides que je ne parlerai pas. Donc c'était juste pour vous les mentionner. Alors les fluides qui viennent de la croûte terrestre, en fait en surface on en a énormément qui remontent, on les connaît bien. Donc en premier les célèbres, ce qu'on appelle les monts hydrothermos, que vous connaissez aussi sous l'appellation de fumeur noire, comme vous avez ici sur la photo. Donc ce sont ces remontées de fluides chargés en éléments dissous qui sont notamment au fond des océans. Alors fumeur noire est une appellation bien sûr un peu restrictive parce qu'en réalité il existe aussi des fumeurs blancs, bien sûr, ça existe. Une autre que vous connaissez très bien, ce ne sont ni plus ni moins que les formidables et très célèbres geysers, comme ici le célèbre geyser All Faithful à Yellowstone. Un autre que vous connaissez très bien, mais peut-être que vous ne l'auriez pas deviné comme ça, le magma, la lave qui remonte, c'est un fluide aussi, c'est du liquide, c'est de la roche en fusion. Donc ça en fait partie. Celui-ci par contre, de tout, c'est vraiment celui sur lequel vous risquez pas de vous y baigner. Mais par contre, ces trois fluides, ils ont un point commun. Ils sont très chauds, donc comme je dis, ça vous n'allez pas vous baigner dedans, c'est des températures qui dépassent les 100, 200 degrés, dans le cas de la lave, on est même au-delà des 1000 degrés, là c'est une fontaine de lave du piton de la fournaise. Ça fait un peu chaud. Par contre, il y a un fluide de l'intérieur de la croûte terrestre que vous connaissez tous parce qu'en fait, et celui-ci il est accessible. Vous n'avez pas besoin d'aller au fond des océans, de voyager aux quatre coins du monde pour y aller. C'est l'eau du robinet. Du moins si vous vivez en France. Parce qu'en France, 96% de l'eau que l'on boit, elle vient des nappes d'eau souterraine. Donc, techniquement, ce sont des fluides de la croûte terrestre. Voilà, donc tous les jours, vous buvez un peu de croûte terrestre. Sachez-le. Alors, pour maintenant un peu mieux vous parler de ces fluides, je vais quand même vous parler d'histoire d'un petit forage. Un forage qu'on appelle SG3, vous en avez probablement entendu parler. C'est un forage que les soviétiques ont creusé entre les années 70 et 80 dans la péninsule de Kola, donc pas loin de la frontière avec la Norvège. Et donc l'idée de ce forage, c'était de percer la croûte terrestre pour arriver jusqu'au manteau. Donc ils se sont amusés à creuser pendant à peu près une vingtaine d'années, ce qui est pas mal, et ils ont quand même atteint la profondeur assez respectable de 12,26 km. Ce qui est une belle performance parce que c'est encore à l'heure actuelle le forage le plus profond du monde. Bon, le problème c'est qu'évidemment le manteau ils l'ont pas atteint parce que la croûte ici elle a une épaisseur de 35 km, donc ils ont à peine fait un gros tiers, donc bon. Mais quand même, ils ont ramené des choses, puisqu'ils ont remonté toutes les carottes du forage, tous les morceaux de roche qu'ils foraient, ils les ont remontés. Alors, plusieurs choses qu'ils ont vues, c'est qu'il faisait très chaud, bien entendu, sans surprise, ils dépassaient les 200 degrés par endroit. Mais surtout, ce qui les a surpris, c'est que même à 5, 10, 15, 12 km de profondeur,
ah ben c'était bourré de flotte, ça en saturait littéralement, il y en avait plein. Alors elle était évidemment à presque 200 degrés, mais il y avait beaucoup d'eau. C'était quand même assez une surprise parce que bon, on se doutait qu'il y avait de l'eau à l'intérieur de la Terre, mais alors à ce point-là, quand même pas quoi. Enfin, donc voilà, donc cela, donc c'est juste pour dire par contre que finalement, qu'il y ait des fluides, même très profondément dans la croûte terrestre et en grande quantité, on le sait depuis un bon moment. Le problème, vous vous en doutez, c'est que on va pas quand même s'embêter à toujours creuser des forages parce que ça coûte très cher à faire et c'est très long pour essayer de remonter et de savoir quels sont ces différents fluides qu'on a à l'intérieur de la croûte terrestre. Donc une autre technique qu'on utilise très souvent en géologie bien sûr, c'est de voir des traces passées de la circulation de ces fameux fluides quand elles existent. Alors du coup la question c'est à quoi ça ressemble un fossile de fluide? Malheureusement ça ressemble pas trop à ce que vous avez l'habitude de voir au niveau fossile. Un fossile de fluide, ça ressemble plutôt à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors oui, j'en vois déjà qui pourraient dire qu'il y a peut-être un petit côté que ça ressemblerait un peu à une méduse à droite à gauche, mais non, il n'y a rien du tout. En fait, c'est un ensemble, même une main, un marteau, allez, bon, le marteau il est là, ouais, ça c'est le compagnon idéal du géologue en toutes circonstances et sur tous les terrains par tous les temps. C'est encore plus fidèle qu'un chien, fidélité à un marteau de géologue, hein, c'est pour vous dire. Alors tous ces trucs blancs que vous voyez, ce sont des veines de quartz. Des veines de quartz qui traversent la roche là qui est en marron, qui est un schiste. Alors souvent les veines de quartz c'est issu de quoi? C'est parce que souvent dans les roches vous avez des fluides très chargés, notamment des fluides qui étaient riches en silice, c'était même quasiment que ça, des fluides de silice, qui du coup ont traversé la roche, puis à un moment ils se sont bloqués, donc la silice a cristallisé pour donner du quartz. Donc voilà, ça c'est un fossile de fluide, et ça, où vous alliez sur Terre, pour peu que vous ayez des affleurements, vous allez en voir plein. Il y en a beaucoup, surtout quand vous êtes dans les environnements de roches qui vont bien. Par contre, si on regarde un peu dans le détail de ces veines de quartz, quand même on peut retrouver encore des petits morceaux de fluide à droite à gauche. On voit des petites bubules. Des petites bubules, parce que... Alors c'est quoi ces bubules? C'est ce qu'on appelle dans la spécialité des inclusions fluides. En fait, ce sont des reliques de fluides qui ont cristallisé, qui sont restés piégés en fait dans les minéraux qui eux ont cristallisé derrière. Donc là on les voit pas très bien, mais bon ça vous donne un peu des fois une idée, ça ressemble un peu à des bulles sur un pare-brise. Mais si on regarde vraiment dans le gros détail, en fait on se rend compte que dans ces bubules, on voit plein de choses. C'est pas uniquement une petite bulle comme ça d'eau. En fait, on voit plusieurs phases. Donc ça, c'est repris de la publication d'anciens collègues. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est plusieurs phases. Donc là, notamment, donc c'est liquide aqueux, donc c'est littéralement de l'eau liquide. Hein, ça forme les bords de la bulle. Par contre, là, vous voyez qu'il y a encore deux sous-bulles, si on peut les appeler ainsi. Et ces deux sous-bulles, en fait, c'est du dioxyde de carbone, du CO2, en partie sous forme liquide, mais également ici, là, au centre, au cœur, sous forme vapeur. On peut aussi, et des fois, dans ces bulles, on n'a pas uniquement que du liquide ou de la vapeur, on a aussi des petits morceaux de minéraux, comme ici de la marcassite, de la calcite, de la sidérite aussi, bien sûr, mais surtout un petit cube ici de halite, la halite étant le nom du minéral que vous connaissez aussi sous le doux nom de sel gemme. Littéralement, c'est le même sel que vous pouvez mettre dans vos aliments. Voilà, c'est pour vous dire, et ça j'ai beaucoup en reparlé, que les fluides de la croûte terrestre sont des fluides qui sont salés, en partie. Alors ça c'était la méthode directe. Le problème c'est que bon ces bubules, attendez, excusez-moi, je vous ai pas bien montré, mais vous voyez quand même l'échelle c'est 4 microns, sur les photos des collègues c'était 30 microns. Voilà, pour vous resituer quand même, un micron c'est un millième de millimètre, donc c'est très petit. Il y a quand même, donc ces fluides, on peut aussi les voir de façon indirecte, et comment on peut les voir de façon indirecte? C'est en regardant dans les roches la présence de minéraux qu'on va dire par exemple qui sont hydratés. Donc par exemple la biotite ou le glaucophane ici, qui sont des minéraux que l'on dit hydratés, parce que si on regarde la formule chimique ici, qui est la formule chimique du glaucophane, on voit ici les ions hydroxyde, le OH2, et ça le OH2 en fait c'est dérivé de l'eau. Donc ce sont des minéraux qui littéralement ont de l'eau dans leur structure cristalline. Et enfin, la dernière chose, je vous en ai déjà un peu parlé, donc je vous ai parlé de ces fameuses veines qui traversent les roches, mais souvent ce qui peut nous indiquer qu'il s'agit de fluides qui ont circulé, et que même des fois ces fluides viennent d'ailleurs, c'est que ces veines ont en fait une composition chimique qui va être différente de celle du reste de la roche. Ici ce que vous avez,
glisser sur la molette. Ce que vous avez donc l'encaissant ici, c'est un granit, donc une roche magmatique qui est essentiellement constituée sur un plan chimique. En résumé, il y a beaucoup de silicium, d'aluminium, de fer et d'un tas d'autres éléments qu'il y a. Et ici, ce que vous avez ici en marron, avec ces jolis cristaux un peu rhomboïdriques, c'est une veine de calcite. Le problème, c'est que la calcite, c'est quoi? C'est du CaCO3. Ah bah c'est con parce que du calcium comme du CO3 dans le granit, il n'y en a pas vraiment. Bah c'est que probablement le fluide qui a traversé, c'est pas un fluide du granit, il n'y a pas du granit, ce fluide vient d'ailleurs. Et d'ailleurs non seulement ce fluide vient d'ailleurs, et en plus on peut déterminer en partie quelle a été la chimie de ce fluide d'origine, très probablement qu'il s'agissait en grande partie de CO2, parce qu'il faut pas oublier que dans la calcite, CO3, vous enlevez un oxygène, ça vous fait du CO2, et l'une des réactions chimiques principales pour former les carbonates général, ceux qui contiennent cet ion CO3 de moins, c'est la présence de CO2. Donc cette veine de calcite nous indique littéralement qu'il y a une faille qui s'est ouverte et dedans a circulé du CO2. Voilà. Et enfin, une dernière observation assez importante qu'on peut faire pour savoir si les fluides ont circulé, c'est si on peut observer ce qu'on appelle les interactions fluide-roche. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les roches sont constituées de minéraux. Les minéraux étant eux-mêmes, finalement, que des solutions de chimie. Vous avez avec la formule chimique du glaucophane, il y a plein d'éléments chimiques dedans qui sont organisés selon un cristal. Si vous voulez d'ailleurs des détails, je vous renvoie aux vidéos par exemple que Valentine de Sciences de Comptoir a fait sur le sujet. Et ces fluides eux-mêmes c'est de la chimie, donc forcément c'est d'autres agents chimiques, donc généralement, pour ceux qui ont quelques souvenirs de sciences au lycée, quand vous avez des agents chimiques de nature différente qui se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils interagissent entre eux, forcément. Donc forcément les fluides ils vont interagir avec les minéraux constitutifs de la roche. Donc c'est ce qu'on appelle littéralement des interactions fluide-roche. Bref. Alors qu'est-ce qu'ils font ces fluides quand ils arrivent? Ils vont faire plein de choses, ils vont littéralement presque tout modifier dans la roche. Je veux dire, à part le café, les fluides font quasiment tout, eux, quand ils passent dans une roche. Ils modifient la température, parce que des fois, comme les fluides viennent de loin, ils sont soit plus chauds, soit plus froids que la roche qu'ils traversent, donc du coup, il va y avoir des échanges thermiques. Ils peuvent modifier la pression, parce qu'il faut pas oublier que des fois, quand un fluide y fasse, il va passer un peu au forceps, donc du coup, des fois, il va un peu pousser, donc ça va faire de la pression, hein, presque comme dans une bière, mais pas trop. Et bien entendu, je viens d'en parler, la chimie, parce qu'ils peuvent apporter ou enlever des éléments chimiques à la roche. Alors sur le terrain, comment ça se voit? Ça peut donner ce genre un peu d'aspect, où là, vous pouvez voir une fois de plus, vous retrouvez mon compagnon de toujours, le marteau, hein, bien sûr, celui-ci, c'est mon plus fidèle ami, hein, un géologue et quelqu'un seul, hein, vous le savez très bien. Donc ici, vous avez retrouvé en blanc une veine de quartz, bien sûr, donc qui indique un fluide dépassé, et là tout autour c'est du schiste. C'est un peu du même acabit que la photo que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que vous voyez qu'un peu tout autour, c'est un peu dégueulasse, c'est verdâtre, c'est jaune, ça va dans tous les sens. On a vraiment l'impression que là la roche elle a été complètement désagrégée, et en fait c'est littéralement ce qui s'est passé, on appelle ça de l'altération hydrothermale. En fait ce qui s'est passé c'est que le fluide qui a formé la veine de quartz ici, quand il est passé, comme il était beaucoup plus chaud que le schiste qu'il y avait autour, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux ont interagi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, le fluide il a beaucoup altéré, il a la roche qui était autour, donc c'est un peu désagrégé dans tous les sens. Voilà. Donc ça, pour l'anecdote, c'est une veine de quartz qui était dans une galerie mine, d'ancienne mine que j'ai visitée dans les Pyrénées. Autre chose qui peut se faire, ça c'est quelque part dans les Alpes, dans une zone très jolie aussi, pas très loin d'un glacier. Des fois le fluide il peut passer et il va percoler au sein de la roche. Donc là vous avez des petites fractures qu'on voit moyennement qui sont un peu lardées de verre. Donc le verre en fait dedans c'est un minéral qu'on appelle de la chlorite, qui est aussi un minéral qui est bourré de flotte, donc qui indique qu'un fluide est passé. Et ce que vous voyez c'est qu'en suivant ces petites veines vertes, et ici la granodiorite, la roche magmatique qui est autour, vous voyez qu'ici elle est un peu plus blanche. C'est pas un traitement photo de ma part, hein, malgré le fait qu'il y a bien une photo qui a été prise, hein, comme vous pouvez le voir ici. Non, c'est juste qu'en fait, le fluide il est passé, et puis il est un peu percolé à droite à gauche, comme par exemple quand vous avez un fluide qui s'infiltre, un fluide qui s'infiltre parce que par exemple ça va vous faire un dégât des eaux parce qu'il passe dans le mur. Là c'est le même principe, vous avez le fluide qui est passé dans la fracture et puis il a un peu passé dans les roches qui étaient autour et du coup ça a localement un peu lessivé la roche, hein. D'ailleurs vous voyez, hein, ça l'a lavé, ça l'a rendu encore plus blanche que ce qu'elle n'était à l'origine, parce que notamment il y a certains minéraux, notamment des minéraux qu'on appelle les plagioclases qui déjà là-bas sont blancs, qui ont recristallisé pour donner un plagioclase encore plus blanc. Donc voilà, quand vous faisiez la pub de certaines lessives qui lavent plus blanc que blanc, en réalité ça existe pour de vrai dans la croûte terrestre. Voilà, c'est des fluides qui le font. Puisque je viens de voir comme la question de Fad, donc percoler ça veut dire que le fluide qui traverse, je précise quand même c'est vrai, pour définition, le fluide traverse
donc la fracture vert, mais il va quand même un peu s'étendre dans la roche qui est autour, parce que la roche est quand même pas totalement imperméable. Donc la percolation, ça va être ça, c'est le fluide qui va circuler de proche en proche dans les petits trous de la roche qui est autour du canal principal de circulation du fluide. Et enfin, dernière chose, je vous en ai déjà un peu parlé, quand un fluide circule, il peut littéralement modifier la chimie de la roche et donc sa minéralogie, puisque bien entendu, qui dit changement de chimie dit aussi changement de minéraux. Donc la roche d'origine, c'est plutôt tout ce qui est blanc autour, donc c'est toujours la même roche que celle que je vous ai montrée avant, la granodierite. Puis là vous avez une zone qui a été un peu déformée, où est-ce que vous avez un fluide qui a circulé, et on le voit très bien parce que notamment on a des nouveaux minéraux qui n'étaient pas dans la roche d'origine qui sont apparus, les minéraux en rouge, ce sont les grenats, qui servent à faire notamment les bijoux par exemple, et vous allez retrouver des minéraux noirs, des minéraux un peu argentés qui vont pas très bien, et des minéraux verts, et bien tous ces minéraux ce sont notamment ce qu'on va appeler les micas, donc par exemple la biotite que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc tous ces minéraux sont des minéraux hydratés qui témoignent donc de la circulation d'un fluide. Et cette transformation, elle est au cœur d'un phénomène que ceux qui ont été traumatisés par les cours en terminale et au lycée ont vu, c'est le métamorphisme. Donc je fais un petit rappel. Le métamorphisme, c'est le processus qui transforme des roches à l'état solide. À l'état solide, j'entends bien, il n'y a pas de changement d'état de la roche, tout se fait à l'état solide par modification des conditions de pression, de température, voire même de chimie de la roche. Voilà. Donc par exemple, vous prenez une péridotite, la péridotite étant la roche qui constitue le manteau terrestre, vous lui rajoutez de l'eau à la péridotite, et bien ça va vous donner cette roche verte beaucoup plus foncée qu'on appelle la serpentinite, que les habitués de randonnée dans certains massifs alpins, notamment dans le massif du Kera, vont pouvoir trouver parce que vous en avez plein dans le fond des torrents. Voilà. Alors de tout ce que je vous ai parlé, on peut établir un petit cycle des fluides de la croûte terrestre, hein. Alors c'est pas exactement comme le cycle de l'eau, même si on pourrait le mettre là-dedans, que je vous ai fait de façon extrêmement simplifiée. Parce que sinon, parce qu'en réalité il est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que je vous ai donc remis des boîtes, donc l'atmosphère et les océans, et l'autre grande boîte qui va être la croûte terrestre. Alors en fait on peut subdiviser deux parties. Déjà une partie qui va plutôt être la source originelle de certains fluides, que sont notamment l'atmosphère et les océans. Vous allez avoir donc les roches qui viennent de précipitations, genre typiquement la pluie, qui va s'introduire qui peut s'introduire donc dans la croûte terrestre, et qui en s'introduisant progressivement va se réchauffer, va pouvoir remonter, et ça va former des circulations hydrothermales, et c'est notamment ça qui va donner les sources chaudes. Je vais y revenir. Vous avez aussi l'eau de mer, parce qu'évidemment dans les océans, vous avez plein de failles qui circulent dans tous les sens, et donc ces fluides, bien entendu, peuvent s'enfouir aussi dans la croûte terrestre. Pareil, je vais y revenir. Et enfin, mais par contre, depuis le cœur, la base de la croûte terrestre, on a des fluides qui, eux, vont remonter. Donc, notamment, ce qui va faire remonter essentiellement ces fluides une fois de plus, le principal moteur de ce qui fait quasiment tout bouger sur Terre, c'est la chaleur. Voilà, c'est le transfert de chaleur. Et donc, ces chaleurs vont engendrer ce qu'on appelle des réactions de dévolatilisation, où en fait, vous avez les éléments volatiles, dont notamment les fluides qui sont contenus dans les roches, qui, sous l'effet de la chaleur, vont en fait sortir des minéraux et des roches qui les contenaient, et vont remonter parce qu'ils sont moins denses et qu'ils sont plus chauds. Je vais y revenir. Et l'autre grand facteur qu'il va y avoir, bien entendu, c'est tout simplement le magma qui, en cristallisant, va ramener aussi d'autres fluides. Je vais rentrer dans le détail de tout ce bazar, et pour cela, on subdivise généralement les fluides terrestres en deux grandes catégories, les fluides qu'on dit supergènes et les fluides qu'on dit endogènes. Alors je vais commencer par les fluides supergènes. En commençant donc par les eaux météoriques, littéralement c'est la pluie, ce sont les eaux de pluie. Alors, quand vous avez l'eau qui tombe, alors bien sûr vous avez du ruissellement en surface, mais la plupart de ces roches elles s'infiltrent dans la croûte terrestre, et d'ailleurs beau. Et c'est pas mal parce que notamment ces infiltrations de roches, c'est ça qui va nous permettre de recharger les fameuses nappes phréatiques qui nous alimentent en eau potable. C'est aussi elles qui d'ailleurs permettent d'alimenter les fameuses galeries et lacs souterrains qu'on peut voir et qui nous font tant émerveiller quand on se balade dans les grottes. Voilà. Mais elles peuvent aussi provoquer quelque chose d'autre. Des sources chaudes, ici c'est la source du Par à Chaudzeg
en Haute-Loire ou dans la Loire, je ne sais plus, je crois que c'est à Chasseurs du département, dans le Massif central. Et cette eau, et cette source, c'est une particularité, l'eau qui en ressort, elle est à 82 degrés. Et alors, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Et bien alors là, c'est un petit diagramme que je vais vous raconter de façon simplifiée, des travaux d'une ancienne collègue doctorante avec qui je travaillais un peu. Donc là, c'est appliqué au cas du massif du Canigou dans les Pyrénées-Orientales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la bord du nord du massif, il y a une grande faille qui passe, qui est ici en rouge, qu'on appelle la faille de la Tête. Et aligné le long de cette faille, il y a plein de sources chaudes qui sont similaires à la source du Par. Ces sources chaudes, d'ailleurs, font le bonheur des curistes. C'est pas pour rien que dans ces régions, très souvent, vous avez des cures. Les cures thermales sont en partie grâce à cela. Et en fait, ce que ces travaux ont démontré, c'est que l'eau de pluie qui s'infiltre et qui tombe dans la montagne, dans le massif du Canigou, va s'enfoncer dans la croûte terrestre. Et évidemment, quand on s'enfonce dans la croûte terrestre, la température monte. Et en fait, du coup, en s'enfonçant dans la croûte terrestre, les fluides vont se réchauffer, et au bout d'un moment, quand ils vont rencontrer la faille qui est une zone qui est beaucoup plus perméable où les fluides peuvent passer, comme ces fluides sont moins denses et ils sont plus chauds, ils vont remonter, et en remontant, ils vont donc former les sources chaudes au niveau des failles, donc vous faire ces belles sources chaudes qui sont à entre 60 et 90 degrés, qui vont faire donc le bonheur de ceux qui ont besoin de se faire une cure. Voilà. Oui, merci CX, chose c'est dans le Cantal. Bon. Ensuite, l'autre grande catégorie de fluides que je vous ai un peu parlé, ce sont les fluides marins. Alors, les fluides marins, qu'est-ce qu'ils font? Notamment on les connaît grâce au fameux fumeur noir que je vous remets ici. Et donc le principe, c'est pareil, c'est aussi une circulation que l'on va dire hydrothermale, ça veut dire une circulation d'un fluide chaud qui est chargé en éléments dissous. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'eau de mer qui s'infiltre à travers des failles dans la croûte océanique, et qui ensuite, comme il y a une source de chaleur en dessous, parce que ça se passe au niveau des dorsales, vous avez une chambre magmatique, et ce fluide va se réchauffer, va au passage choper plein d'éléments qui sont dans la croûte terrestre, parce que le fluide lui il est un peu roublard, il fait pas juste que passer, lui il sert au passage, évidemment, lui il se gêne pas. Et en remontant, du coup, il est chargé en plein d'éléments dissous qui vont remonter pour donner ces fameux monts hydrothermaux, qui sont en fait des concrétions de tous les éléments que le fluide appliqué à la croûte terrestre et qui du coup vont cristalliser littéralement sur place. Donc, vous avez plein de trucs sympas, du calcium, du soufre, enfin évidemment ces fluides qui sont très chauds parce qu'ils remontent à quand même 350-400 degrés, puis au passage ils sont acides. Voilà. Voilà, c'est pas le genre de truc qu'il faut boire. Mais là, je ne vous montre qu'une partie de ce qui est possible, parce que moi, ce que je viens de vous présenter, c'est la partie là en vert qui clignote. C'est la circulation hydrothermale d'eau de mer qui va un peu dans la croûte terrestre, mais qui vite va remonter par circulation hydrothermale. Mais l'eau de mer, et même en fait aussi une partie de l'eau qui descend de l'atmosphère, elle peut aussi descendre beaucoup plus bas dans la croûte terrestre. Ça, c'est ce qu'on va appeler de l'enfouissement tectonique. Et là, on va arriver dans la partie un peu compliquée du talk en partie, parce que c'est à l'origine de ce qu'on appelle les fluides métamorphiques. Et ceux-ci sont parmi ceux qui intéressent le plus les géologues, mais qui sont aussi les plus compliqués à comprendre. Donc je vous fais une sorte de résumé très simplifié. Voilà. Donc là, on rentre dans la catégorie des fluides qu'on dit endogènes, parce que ce sont des fluides qui sont originaires directement de la partie interne de la Terre. Ils sont endogènes et donc ils sont à l'intérieur de la zone de Genève. Donc les fluides métamorphiques, donc déjà l'enfouissement tectonique, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un sédiment qui dans la mer se dépose, donc ici là ce sont les grains, et au fur et à mesure que les sédiments s'accumulent, et sous l'effet de la pression du poids de la colonne de roche qui s'accumule au-dessus d'eux, ils vont se compacter. Et entre ces grains, vous aviez ce qu'on appelle des pores. C'est de la porosité, donc la porosité, de la porosité, qui sont remplis d'eau. Au fur et à mesure, ce qui va se passer, c'est que ces grains vont finir par se cimenter, et donc les pores, il va y en avoir de moins en moins, mais il va en rester quand même un tout petit peu. Voilà. Et ils vont rester chargés en eau. Parce que c'est le fluide majoritaire qui descend dans la croûte terrestre, parce que c'est de l'eau de mer ou c'est de l'eau de pluie. Voilà. Bien sûr, cette eau, elle peut aussi en partie aller dans les minéraux, notamment elle va former les minéraux hydratés que je vous ai présentés. Alors par contre, quand elle arrive donc dans la croûte terrestre, qu'est-ce qui se passe? Et comme je l'ai dit, la température augmente. Et au bout d'un moment, il suffit que ces fluides et ces minéraux soient à proximité d'une source de chaleur, ils vont pas être bien. Parce que si vous voulez, c'est un peu comme si, imaginez, vous êtes dans votre baignoire, vous êtes tranquille, vous êtes dans votre jacuzzi en fonction de votre richesse, je ne juge pas, et puis subitement, vous avez quelqu'un qui, pour rigoler, va vous mettre, va
balancer un seau rempli d'une eau très chaude ou d'une eau très froide. Bah, vous n'allez pas être bien, parce que du coup vous avez un gros changement de température qui fait que vous n'allez pas être bien. Donc vous le réflexe, parce que vous pouvez le faire, bah, vous allez faire quoi? Vous allez sortir de votre baignoire ou votre jacuzzi. Hein, voilà, tout bêtement. Le problème c'est que les minéraux et les fluides qui sont piégés, eux, ils peuvent pas faire ça. Parce que bah, ils sont coincés. Donc ils vont tout simplement se transformer pour être dans un meilleur état, dans des conditions qui leur sont plus confortables parce que, par rapport à ces changements de conditions. Donc à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'assez intéressant, c'est que les fluides vont commencer à bouger et à réagir avec les cristaux, ce qui va former ici, ce qu'on appelle ici une réaction de dissolution-précipitation, où en fait les fluides vont prendre 2-3 morceaux du minéral, quelques éléments chimiques en particulier. Par contre, ils vont lui en donner d'autres parce que pour compenser, parce que voilà, c'est quand même pas des grosses races. Ils savent prendre, mais ils savent aussi donner en compensation. Et souvent, d'ailleurs, le minéral, il est content parce que ce qu'il reçoit, ça lui permet de mieux se sentir. Comme quoi, vous voyez, c'est un échange de bons procédés. Ce qui fait aussi, c'est que du coup, les minéraux vont changer de volume. Donc notamment, il va y avoir un peu de porosité qui va se créer, il va y avoir des micro-fractures qui vont se faire. Donc les fluides, ils vont pouvoir un peu se balader comme ça entre les minéraux. Ils vont se faufiler à droite à gauche. Donc ça va faire des petites circulations ici en noir, les fluides qui passent comme ça, tranquille, entre les différents cristaux. Puis il risque d'y avoir un moment où ces fluides, ils vont finir par être piégés parce que y a plus de place pour tout le monde. Et à ce moment-là, c'est là où on va pouvoir tomber sur à nouveau ces fameuses inclusions fluides que je vous ai montré tout à l'heure. C'est en grande partie grâce à cela qu'on les observe, c'est parce que ces fluides sont au bout d'un moment retrouvés piégés. Voilà. Donc ces ensembles de fluides qui sont issus de ces transformations des minéraux, c'est cela qu'on va appeler les fluides métamorphiques. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon si je rentre dans le détail, là j'en ai pour des heures. Voilà, je suis juste là pour vous faire un aperçu. Et l'autre catégorie donc de fluides, outre que les fluides métamorphiques, et donc oui quand même je termine là-dessus, et donc l'effet que va donner la circulation de ces fluides métamorphiques, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça va être ces failles, c'est ce qu'on appelle aussi des zones de cisaillement, où on va avoir des transformations des minéraux, parce que la roche d'origine, qui était la granulure qui est autour, là qui est en blanc, et à ce moment-là, la croûte était un peu plus chaude, et puis le fluide il est passé, donc du coup elle se sentait pas bien, et donc du coup en échangeant avec le fluide, du coup elle a formé cet amas ici, avec plein de phases de minéraux hydratés et de grenats. Voilà. Donc là ici, c'est une roche qui se sentait mieux quand la température était plus chaude, par rapport à la roche qui était ici, qui elle se sentait pas bien. Et donc l'autre grande catégorie de fluides endogènes, ce sont les fluides magmatiques. Alors, je vous ai pris ce schéma qui a l'air un peu compliqué de prime abord, mais il n'est pas tant que ça. Ce que vous voyez ici en blanc avec les croix, c'est ce qu'on appelle un porphyre, c'est un type d'intrusion magmatique un peu particulier. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous avez une intrusion magmatique qui rentre dans la roche, si elle cristallise en profondeur, comme elle est bourrée d'éléments volatiles, parce qu'en fait un magma c'est un mélange entre du liquide, c'est ce qu'on appelle ensuite communément la lave, et plein de gaz dissous à l'intérieur, ça ce sont les éléments volatiles. Souvent ces gaz dissous, ils vont eux sortir du magma quand lui va commencer à cristalliser, parce que eux ils ont pas de raison de continuer à pas partir, hein, ils sont encore moins denses, c'est encore chaud. Et souvent ce qui se passe c'est que comme le magma lui il rentre dans une roche, mais le problème c'est que il occupe pas un espace qui est vide, le magma lui il rentre dans un espace qui était déjà plein, donc il bourre, il pousse, donc forcément la roche autour elle se casse, ça fait plein de failles, et donc tous ces gaz dissous vont traverser ces failles, et donc c'est ça qu'on va appeler les fluides magmatiques. Et donc ces circulations de fluides magmatiques, alors on le voit pas hyper bien sur la photo, on peut les voir. Donc ici là ce que vous avez en brun c'est un calcaire très riche en fer, là ce que vous avez en gris blanc c'est le magma d'origine, c'est un granit, et ici vous avez des espèces de veines un peu plus foncées, donc ça c'est tout plein de fluides qui étaient très riches en fer parce que le magma d'origine était très riche en fer, qui du coup sont sortis du magma sans qu'ils se levaient parce que c'était d'anciens gaz, et du coup ils sont passés à travers la roche au passage, ils lui ont donné du fer parce que bon allez pourquoi pas hein. Donc ça d'ailleurs pour l'anecdote, c'est aussi dans le massif du Canigou à côté d'une des principales mines de fer de la région. Et une autre catégorie de fluides magmatiques que vous connaissez beaucoup mieux je pense, alors là cette fois c'est au niveau des volcans, parce que souvent quand vous vous baladez à côté d'un volcan ou d'un cratère qui est actif,
Bah, quand il y a une éruption, vous les voyez, ça va former des grands panaches de fumée et tout, c'est joli et c'est aussi très dangereux très souvent. Mais si vous êtes à côté de volcans qui sont actifs, de façon plus permanente, et ben ces fluides, eux, comme il y a plein de failles aussi qui sont à travers les volcans, ces gaz, et ben eux, bah, ils continuent à passer, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a, le magma qui reste coincé dans sa chambre magmatique que les gaz dissous, eux, ils vont rester aussi avec. Eux, s'ils ont de la place pour partir, ils vont partir. Hein. Eux, ils font leur vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fameux gaz volcaniques qui peuvent sortir n'importe quand d'un volcan, comme par exemple ici, dans un volcan en Indonésie, vous avez plein de gaz riches en soufre, ce qui va donner eh bien, des dépôts de soufre, hein, ces fameux qui sont ici en jaune, hein, ces fameux dépôts de soufre qui sont d'ailleurs récupérés par les populations locales dans des conditions pas franchement très super, hein, vous voyez, parce qu'en plus les gaz qui les entourent, ils sont saturés de CO2, de soufre, enfin bon, c'est très très bon pour les poumons tout ça. Voilà, alors maintenant quand même une petite question qu'on peut se poser, c'est il faut quand même pour passer dans la croûte, parce que c'est fluide, parce que finalement comme en fait il y a plein de cailloux et que nous on voit pas forcément des grandes fractures ouvertes qui passent à droite à gauche, bah ils font comment pour passer, parce que c'est pas si évident que ça. Alors là je vais vous faire quelque chose de très bref et très résumé, je vais juste vous introduire quelques principes en réalité. Le premier principe à connaître dont je vous ai déjà un peu parlé, c'est bien sûr la porosité. Alors par analogie, vous pouvez imaginer plein de villes et plein de villages. Donc ce sont les ronds orange sur ma petite figure très très simple. Ils vont représenter la porosité, donc ces trous entre les cristaux, donc les champs et les forêts qui sont tout autour des villages, eux, ce sont les minéraux. Bon. Maintenant, le problème c'est que, et vous, les habitants de ces villes et villages, c'est vous êtes les fluides de la croûte. Ben là, actuellement, est-ce que vous pensez que vous pourriez passer, en fait, vous rendre d'un village à l'autre? Pas spécialement, parce que vous devrez traverser les champs et les forêts, il n'y a pas de route. Donc comment vous passez? Bah vous passez pas, bon, enfin si vous passez, mais vous avez intérêt à avoir un bon 4x4, un bon truc, enfin voilà, vous n'allez pas y aller avec votre petite voiture urbaine, quoi. Donc vous allez rester plutôt dans votre ville, dans votre port, du coup. Par contre, si maintenant on trace des routes, même de très belles autoroutes entre vos villes, et ben à ce moment-là, pour que votre voiture elle passe tout simplement, elle passe très facilement. Et donc cette connexion entre les différents ports dans un matériau, c'est ce qu'on appelle la perméabilité, qui désigne carrément même la capacité d'un matériel poreux à laisser passer un flux d'un fluide sous l'effet d'un gradient de pression. Alors j'insiste sur le gradient de pression parce que je vais en causer dans un instant. Donc c'est vrai que maintenant que vous avez des connexions entre vos villes, entre vos ports, pardon, elle est encore glissé. C'est très facile de passer d'un port à l'autre et même de circuler et d'aller très loin. Donc voilà, quand même pour qu'un fluide puisse passer, il faut que le matériau soit perméable, parce que s'il est poreux mais qu'il n'est pas perméable, par exemple c'est le cas des argiles, vous allez avoir du fluide qui va être stocké dans le matériau, mais il va pas circuler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les argiles intéressent beaucoup les gens qui voudraient faire de l'enfouissement de déchets nucléaires en couche géologique profonde, parce que les argiles ne laissent pas passer les fluides et qui ne transporteront pas la radioactivité. Mais par contre, ça c'est mais là je vous ai désigné l'infrastructure qui vous permet à vous, le fluide, de passer. Par contre, il vous manque un truc, le moteur pour faire circuler votre voiture. Vous avez besoin d'un moteur. Ça va être quoi le moteur ici? En fait, c'est un moteur hybride. On est dans la nature, hein, donc on va être un peu écolo quand même. C'est un moteur hybride, c'est un moteur qui fonctionne à base de pression et de densité. Alors, ce petit diagramme un peu bizarre et un peu compliqué à premier abord que je vous montre, c'est un diagramme qu'un collègue avait réalisé. Donc vous avez ici en abscisse, en horizontale, la pression, donc de 0 jusqu'à 450 mégapascales, et ici vous avez en ordonnée la température qui va de 0 jusqu'à 1000 degrés Celsius. Et ce que vous avez ici en différentes couleurs, c'est la densité de l'eau. Donc en fait, ce que vous avez littéralement ici, c'est un diagramme qui vous montre l'évolution de la densité de l'eau en fonction de la pression et de la température. Le point bleu que je vous ai représenté ici, c'est les conditions qu'on a nous à la surface sur Terre. Donc ici, ça veut dire qu'en jaune, c'est lorsque la pression, la densité de l'eau est supérieure à 1. Quand on est sur les bleus, on est sur une densité qui est très faible, qui est à 0,1. Donc ça veut dire un dixième de la densité qu'on connaît actuellement. Le point rouge que je vous ai représenté ici, c'est les conditions de température et de pression dans une croûte continentale, au milieu d'une croûte continentale, donc vers 15 km de profondeur. Donc par exemple là où est-ce qu'il y avait la petite zone de cisaillement que je vous ai montré tout à l'heure.
Et ce que vous voyez, c'est que donc la densité, là on est dans une autre gamme de couleurs, on est dans le vert kaki, elle est plus faible. Donc ça veut dire que plus on monte, plus on va en profondeur dans la croûte, et plus la densité d'un fluide va baisser. Par contre, la pression monte. Si on est au cœur d'une zone de montagne, mais dans une zone où une zone de montagne est très mature, souvent là, en fait, la température est plus élevée. Donc à vers 10 km de profondeur au cœur d'une zone de montagne, on est à vers 700 degrés, donc vous voyez que même là, les fluides sont encore moins denses. Et alors, je vous reprends quand même l'exemple maintenant des monts hydrothermaux, les fameux fumeurs noirs, appelez-les comme vous voulez. Alors là, la pression n'est pas très élevée parce qu'on n'est pas très loin de la surface, par contre la température est plus élevée, donc là le fluide est encore moins dense. Mais en fait, comme vous avez une différence de pression entre la zone source du fluide, qui est donc les points ici en rouge, rose et bleu foncé, et la zone d'arrivée qui est la surface, comme vous avez à la fois une différence de densité, le fluide est moins dense, donc lui va remonter vers des zones qui sont quand même plus dense, parce que du coup en plus il est moins dense que la roche qui l'entoure, parce qu'il faut pas oublier que la densité moyenne d'une roche c'est 2,7, donc à comparer au 1 ou au 0,8 c'est beaucoup moins dense. Et la deuxième chose, c'est que comme vous avez un gradient de pression, puisque la pression est plus élevée quand vous êtes sous terre que quand vous êtes en surface, et bien ce gradient de pression fait également que les fluides vont bouger, parce que du coup eux ils vont suivre le gradient de la pression, et ça marche d'ailleurs dans les deux sens en fait. Mais en fait, c'est surtout que la pression va plutôt prendre le pas sur la densité en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Mais là, je rentre pas dans le détail parce que sinon, je vais vous perdre. Alors, quand même, qu'est-ce que ça donne comme effet? Alors, je vais vous présenter un petit modèle que j'avais réalisé pendant ma thèse. Voilà, qui est très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, que présente ce modèle? Donc ça, c'est une boîte de la croûte terrestre. Enfin d'un morceau de croûte terrestre, donc ici en haut c'est la surface, et ici on est à peu près à 15 km de profondeur. La couleur, le gradient de couleur c'est le gradient de température, donc en bleu c'est des températures qui sont relativement froides, hein, c'est à peu près 10 degrés, c'est la température en surface, et ici à la base on est à plus de 650 degrés, hein, donc il commence à faire un peu chaud, et ici au milieu, ma boîte de croûte terrestre, je la fais traverser par une faille, une zone de faille donc qui est beaucoup plus perméable, que la roche qui l'entoure. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette zone de faille? Bah forcément vous avez des fluides qui circulent en formant des cellules de convection. Et ce que vous pouvez voir, c'est que vous voyez qu'ici vous avez littéralement le fluide froid et très dense qui vient de la surface, qui lui en fait va plonger au fond parce qu'il est beaucoup plus dense et il est plus froid. Et à contrario, les fluides qui eux étaient plus en profondeur, on va attendre que l'animation vienne. Les fluides qui étaient un peu plus en profondeur, bah vous voyez sur les côtés, et qui sont plus chauds, eux comme ils sont maintenant, ils vont remonter. D'ailleurs vous voyez ça fait un peu des petites bulles parce qu'il y a des pulsations régulières de fluide qui remontent, ça fait des espèces de bulles thermiques. Et voilà, donc en fait là vous avez un peu une illustration de ce que donnent du coup ces gradients de pression et ces gradients de densité sur la circulation d'un fluide dans la croûte terrestre. Voilà, bon, pour autant je me doute que tout ça c'était un peu complexe parce que là j'ai un peu dérivé vers de la physique, et donc je ne vous en dirai pas plus à ce sujet, c'est déjà assez dense. Et je pense que de toute manière il y aura pas mal de questions là-dessus auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Donc maintenant pour revenir au reste de la présentation, quand même une petite question à laquelle je vais quand même tâcher de vous répondre avant de vous quitter, c'est quand même il y a quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi dans ces fluides? Bah il y a des éléments volatiles, beaucoup. Et il y en a même beaucoup, là je vous en ai fait une petite liste, il y a de l'H2O, de l'eau, du CO2, du dioxyde de carbone, NaCl, on retrouve notre fameux sel, on a aussi du méthane, du dihydrogène, du disoufre, du carbonate, enfin on a plein de trucs. Donc ça ce sont les éléments volatiles qui vont constituer littéralement le gros de la masse de ces fameux fluides. Et ce qu'il faut retenir c'est que essentiellement on retrouve très souvent à l'intérieur ce trio, à savoir eau, CO2 et sel, NaCl, qui peuvent transporter beaucoup d'éléments en solution. Alors, je vous en ai listé un certain nombre, mais en réalité, je pourrais en fait littéralement vous lister quasiment tout le tableau périodique des éléments chimiques, parce qu'à partir du moment où un fluide a les conditions physico-chimiques nécessaires pour transbahuter n'importe quel élément chimique, l'élément chimique, il va y aller, quoi. Je pense notamment à l'or, qui est un élément chimique qui lui aime pas trop bouger. L'or, il est extrêmement casanier, mais si jamais subitement chez lui il y a un fluide qui passe avec les bonnes conditions de chimie et que l'or il aime bien, bah il va accompagner quand même, voilà, même s'il est très casanier. Et enfin, faut pas oublier que ces fluides, ils transportent de l'énergie essentiellement thermique, donc de la chaleur.
Et je vais quand même vous donner 2-3 exemples en vous laissant sur ma petite sélection des petits cocktails cristaux que vous pourriez éventuellement consommer, même si je me décharge de tout incident que vous pourriez subir en cas de consommation. Alors je vous en ai pris 2 parce qu'en réalité, avec tous les travaux qu'il y a, je pourrais vous en lister une infinité, mais j'en ai pris 2 qui sont un peu marrants. Le premier que j'ai appelé la limousine dorée. Voilà, c'est une petite bibine, si on pourrait l'appeler ainsi, qui est garantie depuis 300 millions d'années quand même. Voilà, c'est des fluides qui datent de 300 millions d'années. Alors, on a quoi dedans? Bah, beaucoup d'eau essentiellement, vous pouvez le voir, un peu de dioxyde de carbone, un peu de méthane, vous avez aussi un peu de diazote au passage, et 1% de sel. Alors attention si vous l'ingérez, parce qu'il peut quand même contenir quelques traces d'or, mais aussi des traces d'arsenic et d'antimoine, hein, ces 2 derniers métaux faisant partie de cette catégorie très sympathique qu'on appelle les métaux lourds. Voilà. Et les conditions de consommation idéales, c'est entre 150 et 250 degrés Celsius, le tout dans un bon verre de quartz. Voilà. La deuxième, je l'ai appelée la duo Naxos, donc de l'île de Naxos en Grèce. Celle-là, elle est garantie depuis seulement 15 millions d'années, mais aussi de très bonne qualité. C'est un mélange entre un fluide magmatique et un fluide métamorphique. En fait, c'est un mélange entre 2 fluides, ce qui fait qu'il a une composition un peu bâtarde, parce que vous voyez, il y a 41% d'H2O, un peu plus de CO2, donc après on va retrouver des très faibles fractions en CH4 puis en diazote. On va retrouver un peu d'hydrosulfure aussi. Par contre, vous voyez, il y a quand même 5% de sel. Voilà. Il peut aussi contenir quelques traces de carbonate. Alors celui-ci par contre vous devez le consommer à des températures plus élevées, entre 350 et 380 degrés Celsius, toujours dans un verre de quartz, parce qu'évidemment les verres de quartz, ça reste la valeur sûre pour ce qui est la consommation des fluides cristaux. Et du coup, eh bien, je vais vous laisser ici, donc je vais vous remercier de votre attention, puis je vais quand même aussi vous féliciter, parce que même si je vous avais peut-être pas compris l'intégralité du fond du discours, mais bon ça c'est de ma faute, parce que je suis pas forcément le meilleur des orateurs, et je pourrais répondre à vos questions, par contre quand même félicitations d'avoir compris un lynx, parce que voilà quoi, comprendre un félin c'est quand même pas donné à tout. Donc je vous félicite et je vous remercie. Et ben merci à toi pour cette présentation, c'était super sympa et bien dynamique et bien clair. Il y a le passage sur la physique qui était un peu technique, mais je pense que ça a plu à beaucoup de monde quand même. Après, c'est le souci de la physique, hein, c'est toujours technique. Est-ce que tu veux lire les questions toi-même? Ça dépend, y en a-t-il beaucoup? Il y en a quelques-unes dans questions vocales. Par exemple, peut-être tu pourrais commencer par te présenter. Je pense qu'il y a eu une question à propos de ça, genre sur ton parcours, tes études, le thème de ta thèse si tu es doctorant. Ah oui, allez tiens, je vais me présenter. Donc c'est Sanctu qui a posé la question. Donc moi, qu'est-ce que je suis? Bonne question. Non, en fait, je déconne. Alors en fait, ce que je suis, moi, je suis docteur en sciences en géologie. Donc ma spécialité, c'était l'étude de l'évolution des roches, et notamment la formation des gisements métalliques. Et donc notamment, ma spécialité, c'était d'étudier les roches pour notamment essayer de mieux comprendre comment les fluides la circulation des fluides modifie les roches et modifie la croûte terrestre. Parce que ce que je voulais un peu présenter vite fait en filigrane, mais en fait, l'étude des fluides de la croûte terrestre, ça occupe les géologues depuis maintenant à peu près 30-40 ans, et aujourd'hui ça les occupe même beaucoup parce qu'en fait on se rend compte que ces fluides, je vais pas dire qu'ils font presque tout, mais en fait ils jouent une place centrale dans l'évolution de la croûte terrestre et dans beaucoup de choses, parce que vous voyez que par exemple ils sont impliqués dans les éruptions volcaniques, on soupçonne qu'ils pourraient aussi être impliqués dans le déclenchement de certains séismes, donc et évidemment ces fluides vont transporter beaucoup d'éléments et de métaux, et ils vont par exemple former tous les gisements métalliques qu'on exploite aujourd'hui en mini-carrière pour alimenter notre économie. Donc ça c'est l'une des raisons pour lesquelles on utilise ces fluides. Donc après moi, mon parcours vite fait il est un peu classique, hein. J'ai fait une licence et un master de géologie à Besançon, et ensuite j'ai fait ma thèse de doctorat donc, à Toulouse. J'ai soutenu l'été dernier, et je dirais, et maintenant je suis en reconversion professionnelle pour faire de la médiation scientifique. Voilà. Et donc vu que effectivement la question des sources a été posée, je suis en train de faire un document où je vais lister l'intégralité des sources qui sont donc à l'origine de tout ce que je viens de vous raconter. Puis je pense que du coup il sera on le mettra dans la description de la rediffusion sur la chaîne YouTube. Voilà.
Question de CX, pendant que j'y suis en France, ouais, donc j'ai dit 96% de l'eau du robinet vient de nappes souterraines, du coup d'où viendrait? Je pensais que c'était 100%. Les 4% qui restent, c'est des pompages qui sont directement faits dans les lacs et dans les rivières. Même si on peut arguer que à l'origine, partie de l'eau qui vient de ces lacs et de ces rivières, effectivement, à l'origine ça vient des nappes souterraines. Alors, question des hiboux de terre, du coup, est-ce que cela crée des structures karstiques sous les fonds marins, vu que l'eau récupère des minéraux avant de faire des fumerolles noires? Alors, des structures karstiques en sous-marin, oui, hein, il y en a, on connaît, on a pas mal d'évidences de vestiges d'anciennes structures karstiques qui ont été creusées alors que les roches étaient encore sous l'océan. Par contre, c'est pas dans le cas de ce que je vous ai présenté, parce que pour faire les fumerolles noires, là ça se fait dans le plancher océanique qui lui est constitué de basalte, donc il n'y a pas de carbonate dedans, donc ça va pas former des structures karstiques. Ça va juste enlever quelques petits éléments à droite à gauche, mais quand on est dans des zones où on a une création de croûte océanique en permanence, parce que c'est au niveau du dorsal, du coup je pense, alors je vais quand même pas trop m'avancer parce qu'on est plus trop dans ma spécialité, mais je pense que du coup c'est en partie compensé par la création de nouvelles croûtes. Et après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les volumes qui sont lessivés par rapport au volume total de la roche, c'est infime, c'est pas grand chose. C'est très faible. Ensuite, question de Panda sur le graphe de la densité en fonction de la température et de la pression. Alors, attends, je reviens dessus. Alors, en haut à gauche, comme la ligne de niveau revient en arrière, il y a des cas où moins de pression et plus de température, ça se manifeste par une plus grande densité, contrairement à d'habitude. C'est quoi le phénomène qui cause ça? Alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse. En réalité, ce que le collègue a fait quand il a réalisé ce graphique, en fait, il a pris une base de données une base de données théorique de la densité de l'eau en fonction de la température et de la pression, et après il avait remis tout ça dans un tableur pour ensuite réaliser ce diagramme que je vous ai présenté. Donc si tu veux, c'est un peu une compilation des différentes données. Alors après, qu'est-ce qui provoque le fait que ça devient à nouveau plus dense? Je saurais pas te dire. Après, c'est vrai que 1000 degrés, c'est déjà assez osé, parce que en réalité, là où ça revient, on est dans des conditions qui normalement ne sont pas réalisées à la surface de la Terre. C'est vrai que j'aurais dû trancher ça en enlevant toute la partie vraiment en bleu foncé, parce que en subsurface, avec des températures de 900 000 degrés, à part dans les volcans, mais là on est sur quelque chose de très spécifique, dans la croûte terrestre, c'est des conditions qui n'existent quasiment pas. C'est pour ça, là on est quand même sur un modèle extrêmement théorique, mais dont la correspondance dans la nature n'existe pas forcément en fait. Dans la nature, du moins sur Terre. Alors, Leodinium, question, bravo pour ta présentation, merci. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Une question sur le piégeage des trucs pas top. Est-ce que le CO2 supercritique pourrait créer de nouvelles roches s'il est en fout très loin dans un coin sympa? En fait, le CO2, s'il a moyen de réagir avec l'encaissant, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Après, c'est vrai que les fluides que je vous ai présentés, ils sont à peu près tous dans l'état supercritique. C'est aussi la raison pour laquelle on a un peu du mal à les étudier, parce que les bulles que je vous ai montrées, ça c'est les derniers fluides qui ont cristallisé, qui sont encore piégés, mais eux ils sont quand même piégés à température ambiante. Donc ils n'ont pas non plus l'allure qu'ils avaient quand ils ont été piégés, ils ont encore moins l'allure des fluides parents, en fait, des fluides d'origine. Après, est-ce que ça peut créer de nouvelles roches? Techniquement, si tu as des conditions qui font que la roche dans laquelle ce CO2 se trouve n'est pas à l'équilibre, puisque là on est sur de la thermodynamique, il n'y a pas de raison qu'effectivement il n'y ait pas de nouvelles roches qui se créent. Effectivement, ça peut en créer. Alors après, lesquelles? Tout dépend de la composition de ces roches. Panda, tu vas faire de la médiation scientifique en géologie ou plus générale? Essentiellement géologie, mais en fait sciences de la Terre d'une manière un peu plus globale aussi. Donc, question de Jastrov, tu as dit que l'eau circulait un peu partout dans la croûte terrestre, c'est pour ça qu'on trouve des veines de quartz un peu partout. Y a-t-il des types de roches contenant plus d'eau que d'autres? Y a-t-il des roches inférieures à l'eau? Bien joué pour ta présentation, je te remercie. Des roches contenant plus d'eau que d'autres, techniquement ouais. Alors souvent, ces roches qui vont contenir plus... Alors si je suis dans la partie de la croûte, on va dire assez très profonde. Alors attendez, faut que je revienne. Si je suis dans la partie de la croûte assez profonde, à savoir
la partie inférieure, ouais, tu vas avoir des roches qui sont plus riches en eau. Ce sont toutes les roches qui contiennent en grande quantité les fameux minéraux hydratés dont j'ai parlé, donc à savoir, faut remonter haut. Donc à savoir ces minéraux là par exemple, la biotite ou le glaucophane. Donc ces minéraux hydratés, comme ils contiennent de l'eau dans leur structure cristalline, ces minéraux, quand ces minéraux se transforment, souvent l'eau qu'il y avait dedans, s'il y a de la chaleur, ils vont sortir du cristal, ce qui fait que d'ailleurs les minéraux en question vont changer de typologie, vont devenir cette fois des minéraux qui vont être entre guillemets secs, ils vont plus avoir d'eau. Et c'est vrai que si jamais tu réchauffes et tu transformes les roches qui contiennent une grande quantité de minéraux, effectivement ils ont une quantité d'eau qui est plus importante. Je te prends un exemple assez tout bête. Une roche qui contient assez peu de minéraux hydratés, la fraction d'eau on estime qu'elle est entre 1 et 2% de la masse du volume total, alors que ces roches qui contiennent beaucoup de ces minéraux hydratés, la proportion d'eau elle sera plutôt de l'ordre de 10 voire même 15% dans des cas un peu extrêmes. Alors après, y a-t-il des roches imperméables à l'eau? Et ben, ça va être tout ce qui va être les roches, notamment les argiles. Et sinon, en fait, à partir du moment où les roches sont quand même enfouies assez profondément dans la croûte terrestre, du fait de la pression de la colonne de roche qui est au-dessus et de la compaction, ben de toute manière, en fait, ces roches sont considérées comme étant relativement imperméables. J'en ai pas parlé, mais du coup, comme on considère que ces roches profondes sont relativement imperméables, souvent il y a un peu un paradoxe, c'est-à-dire on se demande, mais si ces roches sont imperméables, comment font les fluides pour y circuler? Voilà, donc ça c'est une des grandes questions auxquelles beaucoup de géologues, dont moi-même pendant mon master et ma thèse d'ailleurs, on s'amuse à essayer de répondre. Alors, Fa qui demande, est-ce que tu peux définir vite fait l'état supercritique pour les débutants? Alors, je vais être honnête, non, parce que là on sort totalement de mon champ de compétences. La seule chose que je sais pour en discuter avec 2-3 collègues, c'est que ils sont dans cet état-là. Après, en réalité, je vous invite à aller voir l'article Wikipédia en fait. Je vais être honnête. Désolé. Nouvelle question de Léodinum. Les cristaux du genre cristal de quartz, c'est gros et joli, se forment-ils dans des fluides aussi? Ouais. Ouais. C'est parce qu'il y a des fluides justement, alors notamment les cristaux de quartz, ce sont des fluides qui eux sont chargés en silice en fait, c'est essentiellement de la silice sous forme de fluide, qui sont dans des cavités et en fait normalement s'ils ont beaucoup de place, et ben notamment ils vont les cristaux de quartz vont pouvoir se former pour former vraiment les jolis cristaux qu'on connaît. Et c'est ce qui va former ce qu'on appelle les nodules par exemple. Alors, une autre question. Est-ce qu'on a une idée des échelles de temps de transformation des minéraux? Est-ce que ça change beaucoup en fonction des roches et des phénomènes? Ouais, ça c'est des choses qu'on date. Alors en fait c'est variable en fonction parce que comme une fois de plus ce sont des phénomènes physico-chimiques, ces transformations, en fonction de s'ils sont plus ou moins catalysés, ça varie. Cela dit, l'échelle de temps en moyenne, c'est entre quelques centaines de milliers et quelques dizaines de millions d'années. C'est quand même très long, hein, c'est plus long que toute la lignée humaine réunie presque, par endroit. Mais par exemple, si je reviens un coup sur par exemple cette zone de cisaillement avec tous les minéraux, notamment les grenats qui sont transformés, ces grenats c'est des cristaux, ils ont pu se former en quelques centaines, voire même presque 1 million d'années au nécessaire. Ensuite, est-ce que ça change beaucoup en fonction des roches et des phénomènes? Donc les phénomènes, je te l'ai dit oui, en fonction de si tu as plus ou moins de chaleur, plus ou moins de fluide, le fluide va être catalysé. Mais surtout un phénomène, c'est qu'en fait, nous ce qu'on voit, c'est ce qu'on enregistre beaucoup souvent, notamment là, c'est des phénomènes qu'on dit qui sont assez lents. Après, par exemple, pour faire ces zones, cette veine, en fait, on voit qu'il y a des zones où la roche a l'air d'être cassée. En fait, c'est parce qu'elle a cassé pour de vrai. C'est ce qu'on appelle des brèches en géologie. Donc là, ça veut dire que, et donc là, quand ça casse une roche, c'est quasiment instantané. C'est ce qui va donner nous ce qu'on ressent comme étant des séismes. En fait. Donc en fait, ouais, c'est extrêmement variable. Ça dépend effectivement de la nature de la roche, ce qu'elle contient et du phénomène qui va la transformer. Mais donc si tu veux, on va avoir des phénomènes sur une échelle de temps long, voire quasi instantanée, donc séisme, et on aura des échelles qui vont être beaucoup plus lents, donc c'est notamment ça qu'on appelle le métamorphisme en partie, donc là, ouais, là t'es sur plusieurs millions d'années. J'espère que ça répond à la question.
Triple T qui a aussi une question. C'est quoi la vitesse des fluides approximativement? Je suppose que c'est très lent, mais plus précisément. Alors, oui, alors en fait c'est très lent, c'est oui et c'est non. En fait, je te dirais, on parle pas forcément en vitesse de fluide. En fait, on va plutôt parler on va plutôt essayer de voir la perméabilité. La seule chose que je peux te dire, j'essaie de retrouver des ordres de grandeur, mais des fluides qui sont piégés dans les roches, comme les fluides métamorphiques, et qui se baladent un peu comme ça par convection, on va dire libre, en fait, ils bougent tout seuls parce qu'il y a des gradients de pression et de température. On est quand même sur des fluides qui vont faire à peine quelques millimètres ou centimètres par année, hein, voire même moins, beaucoup moins même. Dans les argiles, on est même de l'ordre de 1 million d'années pour faire 1 mètre, hein, dans certaines argiles, hein, très imperméables. Je vais reprendre le modèle que je vous ai présenté parce que tu le vois, je voulais pas présenter, mais c'est vrai que les fluides ont l'air d'aller extrêmement vite, mais si tu regardes donc là la colonne où le fluide descend, c'est à peu près 10 km. Ici là, mais en fait si tu vois l'échelle de temps qui est indiquée, là c'est en années. Donc je l'ai fait commencer à 500 ans parce qu'au début du modèle, sur les 500 premières années, il se passe rien. Et ça va jusqu'à peu près 2500 ans. Donc là, la circulation que tu vois, elle dure 2000 ans. Et j'ai mis un pas de temps de 20 ans. Donc tu vois que, on va revenir, voilà. Le fluide qui est parti de là, pour arriver à l'an 500, il arrive au fond à l'an 1500. Donc ça veut dire qu'il a quand même fait 15 km en 1000 ans. Ça peut paraître lent, mais à l'échelle des temps géologiques, c'est une circulation de fluide qu'on va considérer comme étant quand même assez rapide. Mais il y a des circulations de fluide qui peuvent être encore plus lentes que ça. En fait. Et à contrario, il y a des circulations de fluide qui vont être très localisées, notamment quand tu as des événements sismiques qui se passent le long des failles. Et là, c'est quasi instantané, c'est des fluides qui vont peut-être bouger sur quelques mètres en quelques secondes parce que c'est le temps que le séisme a provoqué l'ouverture, le fluide va tout de suite combler le vide. Et puis une fois qu'il va être coincé, du coup, le fluide va de nouveau rester coincé sous pression. C'est très variable et c'est d'ailleurs l'une des questions à laquelle on essaie encore de répondre aujourd'hui, nous autres les géologues, parce que en fait, selon le cas de figure dans lequel tu le trouves, la réponse elle n'est pas évidente et surtout on a du mal à trouver des marqueurs dans les roches qui peuvent nous indiquer de façon précise les vitesses de déplacement de ces fluides. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs on s'amuse à faire des modèles numériques comme celui-là. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Alors, hibou de terre, est-ce qu'on a de l'eau qui est cantonnée à un étage particulier de la croûte terrestre ou y a-t-il un cycle des fluides comme un cycle de l'eau? Alors c'est vrai que je l'ai pas abordé parce que sinon je pouvais. Alors, le cycle des fluides, je vous en ai représenté un ici sur ce diagramme. Après, comme j'ai dit, je l'ai hyper simplifié. Ce que vous pouvez d'ailleurs, ce que tu peux voir notamment, c'est que les fluides métamorphiques et les fluides magmatiques, je les fais pas remonter en surface, comme par exemple les gaz volcaniques, et une partie de l'eau de mer et des précipitations, je la fais pas descendre très profondément dans la croûte terrestre en fait. Alors il y a une raison à cela, c'est qu'effectivement il y a une zone entre 10 et 15 km de profondeur qu'on appelle nous la croûte moyenne et qui correspond mécaniquement à ce qu'on va appeler une zone de transition fragile ductile. C'est parce qu'en fait mécaniquement la croûte ne se déforme pas de la même manière en fonction de si tu es à proximité de la surface ou plus bas. Comme plus bas il fait plus chaud et que la pression est plus élevée, la croûte elle est beaucoup plus molle et elle va davantage se déformer comme du fromage fondu, c'est ce qu'on appelle un comportement ductile. Et en haut elle va casser comme un bâton de bois ou autre, et c'est là où tu vas avoir l'essentiel des séismes. Sauf qu'entre cette zone où ça casse et cette zone où c'est mou, comme de la pâte à modeler, il y a une zone de transition en fait. C'est pas une limite fixe. Et en fait, ce qu'on se rend compte en regardant beaucoup de signaux géophysiques, c'est que tu as une zone où il y a une accumulation des fluides, c'est-à-dire qui correspond à cette zone de transition mécanique, où en fait on a la plupart des fluides qui viennent de la surface qui restent bloqués vers 10 km de profondeur et qui ne remontent pas mais ne descendent pas plus bas. Et la même chose, c'est que les fluides qui eux viennent des profondeurs de la croûte terrestre, en fait, ils restent bloqués sur ce même horizon. En fait. Donc ça, c'est pour tout ce qui se passe dans plutôt au cœur de la croûte terrestre. Après, en subsurface, tu as ce qu'on va appeler des nappes captives. Donc ça, ce sont des nappes d'eau souterraine qui en fait sont coincées souvent en hauteur dans les montagnes entre deux niveaux imperméables. Et donc en fait, si tu veux, c'est des nappes qui sont sous pression entre deux niveaux imperméables et qui du coup, elles ne vont pas bouger et sont
et ils sont piégés. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont captives. D'ailleurs, ces nappes captives, c'est en partie elles qui sont responsables de ce qu'on va appeler les puits artésiens dans le bassin parisien. Parce qu'en fait, c'est une zone, au bout d'un moment, le niveau du sol, en fait, de la surface, est sous le niveau de la nappe captive, et il y a un trou où la nappe captive donne sur la rive, donc du coup, le niveau de la nappe remonte via la source. Alors, avant de répondre à CX et Odenum pour être dans la suite de Hibou, nappe fossile, pas exactement, non. Une nappe fossile, ce sera une nappe qui est en profondeur, mais qui a un temps de renouvellement qui est extrêmement lent, voire quasi inexistant. Là où une nappe captive peut quand même avoir une alimentation, mais qui va être beaucoup plus lointaine par rapport à la zone où elle se trouve. En fait. Nappes fossiles, dans le jargon d'ailleurs, elles sont contenues d'une eau qu'on appelle une eau connaie en fait. Qui est une eau qui est constituée d'eau, mais comme ça fait très longtemps qu'elle est là où elle se trouve, du coup elle est chargée en beaucoup d'éléments dissous, par exemple notamment elle est un peu plus salée que les autres. Ouais, on revient toujours au sel. Les roches et le sel, c'est quand sur la même aussi. Voilà, ça répond à ta question. Alors CX, question, dans le cadre de la grotte de Naika, la grotte avec les gypses géants, est-ce que c'est un truc méga rare sur lequel on est tombé totalement par hasard, ou est-ce que c'est un truc courant, mais comme on passe pas de temps à creuser partout, on trouve rarement ces grottes de cristaux géants? Des grottes de cristaux géants, je crois que c'est pas si rare que ça, mais des cristaux quand même qui font plusieurs mètres, voire presque 10 mètres de long comme ceux de la grotte de Naika, je crois que c'est quand même assez exceptionnel. Après, des grottes où tu vas avoir quand même plein d'amas de très beaux cristaux, ça tu en as un peu partout. Hein. Mais c'est vrai que des cristaux de cette taille là, je crois que c'est quand même pas très très courant. Après, je pense qu'on est loin de tous les connaître parce qu'effectivement, comme tu dis, on creuse pas partout, mais statistiquement, pour autant que je sache, parce que c'est vrai que je suis pas hyper bien renseigné sur le sujet, donc je vais pas trop m'avancer, il me semble que c'est quand même pas quelque chose de très courant. Léodinium, question encore, quels appareils sont utilisés pour mesurer la profondeur d'intrusion des fluides dans la croûte terrestre? Ah, ça c'est un... Alors j'ai pas abordé ce point là parce que sinon ma présentation aurait duré des heures. Tout dépend. Tu as des méthodes directes et des méthodes indirectes en fait. Alors méthode directe je peux vous les montrer parce que c'est quelque chose que j'envisageais d'aborder un moment mais que j'ai abandonné, mais j'ai quand même gardé la diapo. C'est par exemple ce qu'on va appeler des modèles géophysiques en fait, où on va injecter un courant électrique ou électromagnétique dans la croûte terrestre, et en fait on va faire ce qu'on appelle des mesures pour ensuite réaliser un modèle de résistivité. Donc la résistivité c'est la capacité de la roche à laisser passer ou non un courant électromagnétique, enfin d'un matériau du moins, donc là pour le coup c'est la roche terrestre. Donc ça c'est une carte d'un modèle de résistivité qui a été réalisé au niveau de la région de Pont-Gibaud, donc qui est dans le Puy-de-Dôme, au niveau de la chaîne des Puys et de Clermont-Ferrand, juste à côté de Vulcania. Et ce qu'on a noté, c'est donc les zones en bleu, c'est les zones qui sont les plus résistives, donc c'est des zones où le courant électrique passe où le modèle ne passe pas très bien, donc c'est en ohm mètre, donc là ce sont des roches. Et en fait on voit que les zones en rouge, c'est des zones qui sont moins résistives, donc là le courant passe mieux. Et ça correspond à des zones de faille qui sont... Et on interprète ces signaux comme étant des zones où il y a des fluides en plus grande quantité qui passent, parce que les fluides du coup permettent au courant électromagnétique de mieux passer. D'ailleurs la grosse tache rouge, pour l'anecdote, ça par contre, c'est un autre fluide, c'est un magma, c'est le résidu de la chambre magmatique de la chaîne des Puys, puisque la chaîne des Puys elle est juste là, il y a le Puy-de-Dôme et là il y a Clermont-Ferrand en fait. Là où je pointe la souris. Alors je dis bien que c'est le résidu parce qu'en fait c'est une poche de magma qui est quasiment solidifiée, mais comme ça prend beaucoup de temps à dissiper son énergie thermique, bah du coup c'est plus chaud, donc du coup ça passe. Comme c'est plus chaud, du coup le courant électrique il passe mieux. Ça c'est des méthodes directes. Sinon, comment dire, donc ça c'est méthodes directes. Par contre sinon les méthodes indirectes qu'on a, c'est que on peut, je voulais pas présenter, mais en fait les bulles de fluide piégés dans les roches qu'on observe, celles-là, en fait on peut les passer à travers toute une batterie d'appareils divers et variés,
qui peuvent nous renseigner sur leur composition chimique, sur la température à laquelle ils ont été piégés, sachant que c'est la température minimale à laquelle ils ont été piégés, puisqu'en fait, nous, ce qu'on a, c'est toujours la dernière partie de l'histoire, quand il s'agit de l'histoire d'un fluide, puisque les parties antérieures de l'histoire, généralement, elles sont effacées par ce qui se passe après, parce que le fluide, c'est pas comme un archéologue ou un paléontologue. Lui, l'histoire, lui, il fait pas dans la protection du patrimoine. Lui, le patrimoine d'avant, il s'en fout. S'il faut l'effacer, il l'efface. Et on peut aussi, par exemple, estimer la pression dans laquelle ces fluides ont été piégés. Donc ça, c'est via tout un tas de méthodes que, honnêtement, je peux faire juste une présentation sur ces méthodes entières. Et donc là, par contre, ça peut nous permettre de nous dire que ce fluide, cette veine, et ben, quand le fluide a été piégé, il a été piégé à peu près à telle température et à telle profondeur, et qu'il avait telle chimie. C'est à partir de ces informations que je vous ai donné, d'ailleurs, les informations relatives aux petits cocktails que je vous ai... cocktail cristaux que je vous ai sélectionné. Voilà, c'est la première question. Oui, faut juste faire une petite remarque. Tout à l'heure, t'as dit que les géologues étaient très seuls, très solitaires, et que leur marteau était leur seul compagnon. Je tiens à rassurer les gens, vous en faites pas, on n'est pas tout seul, hein, on a quand même plein d'amis cailloux à qui parler. Voilà. Les cailloux, c'est important. Il a raison. C'est vrai. J'ai oublié ce détail. Mais souvent, souvent le marteau sert en partie d'intermédiaire entre le caillou et nous-mêmes. Tout à fait. La question a été posée. Alors, triple T à nouveau. Est-ce que l'étude de ces fluides a modifié des théories géologiques modernes ou les a simplement précisées? Alors pour ce qui est, on va dire, la grande théorie de base, par exemple la tectonique des plaques, non, ça n'a rien changé. En revanche, pour mieux comprendre certains phénomènes, comme par exemple comment on passe de la subduction au phénomène de la subduction, où tu as une lithosphère océanique qui passe sous une lithosphère continentale, à la collision continentale au sens strict du terme, ça par contre, ouais, ça nous a pas mal aidé, parce que souvent on sait qu'on a l'un, on prend la subduction dans les Andes par exemple, on sait qu'on a l'autre, hein, la collision qui forme les chaînes de montagnes, donc l'Himalaya ou les Alpes. Et on sait que, par contre, on se pose la question, mais la transition. Quelle est la transition entre les... quelle est cette transition, et est-ce que ça bloque tout de suite, par exemple, dès que les deux lithosphères continentales se rencontrent, est-ce que ça bloque tout de suite, ou est-ce qu'il y a un peu de temps? Et ce qu'on a remarqué, c'est que notamment, c'est notamment dans l'Himalaya, ce qu'on a vu, c'est que le long du plan de faille principal qui sépare les deux plaques qui sont rentrées dans l'art, c'est-à-dire la plaque eurasienne et la plaque indienne, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un chenal de subduction, qui est une latte faite de serpentinite notamment, qui montre que qui en fait joue le rôle de couche savante, ce qui montre qu'en fait, avant de faire la collision, il y a une phase qu'on appelle de subduction continentale, où une partie de la plaque continentale indienne, de la croûte continentale indienne, est passée sous la croûte continentale asiatique. Donc indirectement ça a permis ça. Après non, ce que l'étude de ces fluides a permis de démontrer par contre, c'est que contrairement à ce qu'on croyait, tu as beaucoup d'interactions entre les parties profondes de la croûte et les parties superficielles et même la surface. C'est vrai que souvent on se dit que tout ce qui vient des profondeurs, faut attendre des millions d'années le temps que ça remonte et que ça s'éronne, mais apparemment c'est pas tant que ça. Après, ça précise aussi beaucoup l'étude de ces fluides a permis par exemple de préciser beaucoup de choses concernant la dynamique, notamment comment s'effondre une chaîne de montagne. Il y a quand même un certain nombre d'exemples, je sais pas tous en tête là, mais voilà, ouais, il y a un certain nombre d'exemples. Par exemple, les travaux, la Ziebenaler et al. 2013, là, à partir desquels j'ai fait mon duo Naxos, lui, ce qu'il a démontré, c'est qu'il a analysé plein de fluides. D'ailleurs, les bulles que vous avez en photo, ça vient aussi de leur article. Ce qu'ils ont démontré, c'est qu'il y a plein de fluides qui ont traversé une faille qui avant était au milieu de la croûte, qui maintenant est exhumée sur l'île de Naxos, et qu'en fait, dans cette faille, il y a un mélange entre des fluides qui sont venus de la surface et des fluides qui sont venus des profondeurs. Mais il y a quand même eu une certaine chronologie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en étudiant ces fluides, on arrive même à rétablir la chronologie précise de comment progressivement les roches qu'elles contiennent sont remontées, en fait.
J'ai une petite question sur la démarche, sur la manière dont vous travaillez. Est-ce que c'est-à-dire que j'imagine que d'abord on apprend les théories générales sur la manière dont ça se passe, puis ensuite quand on s'intéresse à un cas particulier, on regarde comment est-ce que ça s'est passé, et ensuite qu'est-ce qui motive le questionnement scientifique? Comment est-ce qu'on se dit bah tiens je vais aller regarder à cet endroit-là? Qu'est-ce qui pousse à se poser des questions? Comment est-ce qu'on travaille les questions scientifiques dans ce domaine en fait? Souvent, le questionnement scientifique va partir de la base d'une observation. Donc notamment les observations qu'on a dans les roches, hein, parce que bon, faut pas oublier que les roches, ça fait quand même déjà quelques siècles qu'on les observe et on y a vu beaucoup de choses. Notamment, on y voit un certain nombre de choses qu'on n'a pas forcément bien compris. On y voit des choses qui sont incohérentes, et puis même des fois, en fait, quand on commence à regarder dans le détail, on se rend compte que il y a certaines théories, certaines hypothèses qui collent pas tant que ça, et donc du coup on change un peu notre façon de voir. Un exemple que je vais donner parce que je le maîtrise assez bien, c'était l'exemple qui avait motivé mon stage quand j'étais en master, où on étudiait notamment la petite zone de cisaillement. Là, je vous ai montré avec tous les grenats et dans la roche blanche là. Ça, c'est un objet que j'ai étudié. Et en fait, on voulait étudier comment les fluides en fait modifiaient la minéralogie dans les parties profondes de la croûte, parce que ce que les sismologues ont observé, c'est que dans des parties profondes de la croûte équivalentes aujourd'hui, par exemple sous le plan de subduction du Japon ou ou sous la faille de Sant Andreas, ils ont observé des signaux sismiques de basse fréquence qu'on appelle les trémors. Donc les trémors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce que ce sont déjà des séismes très longs qui peuvent durer plusieurs heures, voire quelques jours, qui se passent généralement dans les chambres magmatiques sous les volcans. Sauf que là, dans ces failles, on en a aussi détecté, et ceux-là ils sont très longs parce qu'ils peuvent durer plusieurs jours. La question qu'on se pose par contre, c'est comment ces trémors, qu'on dit non volcaniques, se produisent en fait, sachant qu'en plus ils se produisent dans une zone où la croûte on considère qu'elle est molle, donc il n'y a pas de raison qu'elle casse, quoi. Il n'y a pas de raison qu'elle fasse des séismes. Et comme on peut pas descendre parce que c'est à 20 km de profondeur, on s'est dit il faut qu'on regarde des roches qui ont été déformées d'une façon similaire dans des conditions similaires. Donc ça c'est la raison pour laquelle moi je suis allé étudier cet objet, cette zone de cisaillement. Parce que notamment, l'une des hypothèses qu'on a faites, c'est que, alors qu'est-ce qui peut provoquer un séisme? On change les conditions de pression et le volume dans la roche. Qu'est-ce qui peut faire ça par exemple? Des processus métamorphiques qui sont engendrés par la circulation de fluide. Voilà, ça c'est une hypothèse. Donc par exemple, l'un des buts de ce travail, c'était de valider cette hypothèse. Ou une autre. Je t'en prie. Ouais. Léo, encore une question. J'imagine qu'on doit pouvoir trouver des gisements de minéraux suivant les fluides qui emportent des traces. Attends. Alors oui et non, parce que justement, comme je dis, le problème c'est que les fluides qui ont formé ces gisements de minéraux, si tu veux, ils sont en profondeur. Même en profondeur, ils sont dans des parties profondes de la croûte qui ne sont pas accessibles pour ce qui est des systèmes qui fonctionnent actuellement. Par contre, pour trouver des gisements métalliques en surface aujourd'hui, la démarche qu'on a plutôt, c'est de voir est-ce que dans les rivières notamment et dans les roches, en remontant par exemple une rivière, on n'a pas des anomalies en un élément chimique donné, par exemple l'or. Et souvent la démarche qu'on a, c'est de remonter la rivière, et tant qu'on voit que c'est riche en or, c'est qu'on n'a pas passé le gisement, et au bout d'un moment on voit que la rivière, il n'y a plus d'or dedans, donc on se dit ah ben on a passé le gisement. On va plutôt faire ça. Parce que comme souvent, comme je dis, le problème c'est que les fluides, eux, ils sont fossiles, donc les traces fossiles des fluides n'aident pas forcément à trouver un gisement. Par contre, elles peuvent nous aider à comprendre comment ce gisement s'est formé. Parce que les fluides portent notamment, sous la forme d'éléments traces dans leur composition, portent des traces d'éléments chimiques qui peuvent donner leur origine. Ce qui me permet aussi de savoir du coup d'où viennent des éléments chimiques qu'ils ont concentrés pour ensuite donner un gisement. Et ça c'est une autre question, pour venir un peu à ce que par exemple Triple T demandait. Ça c'est aussi une question qu'on se pose beaucoup nous autres les géologues, c'est qu'on n'arrive pas à savoir, c'est qu'on se pose toujours la question de savoir un gisement métallique qui est en fait la concentration d'un élément chimique qui à la base est dans la croûte terrestre mais qu'on a concentré dans une zone précise pour qu'on puisse l'exploiter. Et qu'on exploite maintenant, il n'y a pas de déterminisme, pardon. La question qu'on se pose toujours, c'est de savoir, est-ce qu'on a
pris des éléments dans un très grand volume de la croûte, ou est-ce qu'on l'a pris dans un volume plus restreint qui était déjà enrichi au préalable. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense qu'on va avoir fait le tour. Du coup, attends. Ouais, non, si, je pense que c'est bon. Bon, bah, du coup, je te remercie encore une fois pour cette présentation, pour avoir pris le temps de répondre aux questions. Vu le nombre de questions, je pense que ça a intéressé vraiment beaucoup de monde. J'en suis très content si ça vous a intéressé. Bon, j'ai bien conscience qu'il y a eu des parties un peu techniques, parce que bon, malheureusement la géologie c'est un peu ça aussi. Ce qui la rend compliquée, c'est que en fait quand on est géologue, faut être en fonction de notre spécialité, il faut être aussi un peu chimiste, un peu physicien, un peu voilà, faut quand même être un petit couteau suisse. C'est ce qui rend le sujet intéressant aussi. Et c'est ce qui rend aussi la chose passionnante, effectivement. Bon, bah voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je sais pas si tu veux rester un peu plus longtemps au bar pour discuter avec les gens. Je vais me poser au bar en vocal, et s'il y a des gens qui veulent discuter plus en détail d'autres points, je suis à leur disposition sans aucun problème. Eh bah très bien, ok. Bon, dans ce cas-là, bien, bonne soirée tout le monde. Bien. Voilà. Bonne soirée à tous et merci de votre attention. Bye bye.